que le football est finalement à la fois le reflet de chaque nation. Les Français ont un style de jeu, les Soudanais ont le leur, les Brésiliens le leur, même si tout le monde, à l'heure de la globalisation, essaye un peu de copier les autres, que les entraîneurs circulent, les joueurs circulent. On voit aujourd'hui beaucoup de joueurs africains dans les championnats étrangers. Il y a des entraîneurs européens dans les championnats africains. La Chine devient un nouvel Eldorado pour les joueurs et pour les entraîneurs. On voit bien donc cette diffusion. C'est que des pays qui étaient rétifs au football, dans lesquels le football n'était pas le sport traditionnel, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, demain la Chine, se sont mis au football, et donc le football est réellement partout aujourd'hui. Et finalement, ça crée un mélange, ça permet souvent, la Coupe du Monde est l'occasion de voir jouer un pays qu'on ne connaissait pas, dont on pouvait ignorer l'existence. Et on peut donc, une fois encore, admirer un joueur, même si on n'a pas sa nationalité, parce que son style de jeu séduit particulièrement, ou sa combativité. On n'admire pas les joueurs pour les mêmes choses, on va admirer la combativité d'un défenseur, l'énergie d'un milieu de terrain, le talent créatif d'un avant, et chacun peut se projeter en fonction de sa propre personnalité sur un joueur particulier ou sur une équipe particulière. Quelles sont les menaces sur le football? Le football est menacé, on dit souvent qu'il y a du racisme dans le football, quand on a encore un joueur, l'italien Balotelli, qui a été insulté lors d'un dernier match en Corse. Oui, il peut y avoir cela, mais ce n'est pas le football qui apporte le racisme, c'est le racisme qui vient dans le football. Et le football n'est pas la cause du racisme, c'est plutôt un contrepoison pour le racisme, en montrant que les joueurs peuvent jouer ensemble. Notre fameuse équipe Black, Blanc, Beurre de 98 était un formidable symbole d'unité nationale entre différentes composantes de la société, entre des gens qui venaient d'origines tout à fait différentes et qui, ensemble, ont porté la France au pinacle à un tel point que le 12 juillet 98, les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe étaient éclairés avec l'image de Zidane, et que 1 million de personnes criaient « Zidane président » dans les rues de Paris, et un peu partout dans le monde. Et donc on voit bien que c'est une façon, et d'ailleurs la France est une terre d'immigration, les 3 meilleurs joueurs de tous les temps français étaient d'origine étrangère. Dans les années 50-60, Copa d'origine polonaise. Dans les années 70-80, Platini d'origine italienne. Et dans les années 90-2000, Zidane d'origine algérienne. Donc c'était le reflet de cette diversité. Et cette diversité était une force. Et ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas étonnant si Jean-Marie Le Pen et si l'extrême droite raciste n'aiment pas le football. Parce que c'est le symbole même d'une agrégation d'individus qui forment équipe, quelles que soient leurs origines, non seulement sociales, mais également ethniques ou leurs convictions personnelles. Aussi, un des grands avantages du football, c'est que les réseaux sociaux, la richesse, l'héritage, la situation des parents ne jouent en rien. Alors, il peut y avoir des joueurs dont les pères étaient eux-mêmes joueurs. On voit que les enfants de Zidane deviennent des sportifs de haut niveau. Les 2 fils de Lilian Thuram me semblent promis un bel avenir. Mais ce sont plus des exceptions que des règles. Alors que, dans mon pays en tous les cas, je ne juge pas le vôtre, mais ce que je sais de la société française, c'est que dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde universitaire et intellectuel, dans le monde journalistique, ce sont souvent des fils d'eux qui prennent la suite de leurs parents ou qui réussissent. Au football, même si votre père est milliardaire, ça ne vous fait pas mieux dribbler. Ça ne vous permet pas de faire une transversale réussie de 40 mètres. Et donc c'est vraiment à la base le travail, le talent et le travail. Et dans le dictionnaire du football, puisqu'on est dans un centre culturel, il y a une petite inversion de l'orthographe et de l'alphabet dans le dictionnaire du football. Parce que la lettre T arrive avant la lettre S, ce qui n'est pas le cas habituellement dans le dictionnaire. Parce que sans travail, il n'y a jamais de succès. Et que donc, on a un peu inversé ce dictionnaire et cet alphabet, c'est d'abord le travail et ensuite le succès. Le joueur le plus doué, s'il ne travaille pas, ne réussira pas. Mais un joueur doué qui travaille pourra être, comme était Pelé, sortir d'une favela,
sortir d'un des milieux les plus pauvres. La mère de Lilian Thuram était femme de ménage, elle élevait seule ses 4 enfants, et on pourrait, les parents de Zidane étaient des ouvriers, et elle ne travaillait pas, on pourrait multiplier les exemples, et ces gens sont devenus des icônes mondiales et des réussites parce qu'ils étaient talentueux et qu'il n'y a pas eu de barrière sociale pour empêcher leur réussite. Et bien sûr, ce qu'il faudrait, c'est que ce modèle soit un peu exporté et que ce qui est possible dans l'équipe nationale de football le soit dans d'autres secteurs, ce qui n'est pas encore toujours le cas. Mais là, on voit bien donc que le football est plus un exemple qui doit pouvoir être exporté. Les prochaines Coupes du Monde auront lieu en Russie l'an prochain, au Qatar dans 5 ans, et les gens ont dit, mais est-ce qu'on peut faire jouer, on m'a beaucoup dit, mais est-ce que, je fais une petite anticipation sur l'autre conférence, est-ce que c'est normal d'aller faire la Coupe du Monde en Russie, vu ce que la Russie fait en Syrie? Vous avez fait les Jeux Olympiques à Londres, et vu ce qu'ont fait les Britanniques en Irak, c'était aussi très critiquable de le faire, donc pourquoi la Russie? Et en fait, l'idée de la FIFA, c'est que l'empire du football progresse toujours, et donc d'aller là où il n'a pas eu lieu auparavant. Pareil pour le Qatar, eh bien, il n'y a pas eu encore de Coupe du Monde dans un pays musulman. Pour la première fois en 2022, il va y avoir une Coupe du Monde dans un pays arabe et musulman, et c'est donc la poursuite d'une progression du football qui ne doit pas être arrêtée par des barrières. Lorsque la première Coupe du Monde a eu lieu aux États-Unis en 1994, beaucoup de gens ont dit mais les États-Unis ne sont pas une terre de football. Lorsqu'en 2002, elle a eu lieu en Corée et du Sud et au Japon, beaucoup de gens ont dit que ce sont des pays qui n'ont pas de tradition de football. Mais ils l'ont eu maintenant. Et en Afrique du Sud, effectivement, il y a eu une Coupe du Monde en 2010. Il faudrait qu'un jour, un pays africain reçoive désormais les Jeux Olympiques. Et donc, on voit que le football se promène partout et a établi des bastions un peu partout. Et probablement que, peut-être pas en 2026, parce que le Qatar appartient lui aussi à la zone Asie, et qu'il y a une rotation de l'organisation, et que très probablement la Chine sera l'hôte de l'édition 2030 de la Coupe du Monde, par toujours élargissement du football. Donc le football est ce sport universel. Ce qui est important pour le protéger, c'est que les équipes nationales soient protégées par rapport au club. Parce que l'intérêt des équipes nationales, c'est que la richesse d'un pays ne compte pas. C'est bien d'avoir des équipements, d'être riche, mais on voit bien des succès d'équipes qui ne sont pas des géants économiques. Et sinon, si c'était la richesse économique qui faisait le succès de l'équipe nationale, les États-Unis auraient raflé toutes les Coupes du Monde depuis la création. Ils n'en ont gagné aucune. Ils sont venus, je crois, dans le meilleur des cas, en quart de finale et encore en 1950 chez eux, au Brésil. Donc on voit bien que ça, c'est vraiment un élément important. Il faut que l'argent qui soit versé dans le football ne vienne pas privilégier les clubs où le règne de l'argent existe plus par rapport aux équipes nationales. C'est ça qui préservera le football. Et aussi, ce qui est important, bien sûr, par rapport au risque de paris truqués, cela, c'est que le résultat reste toujours incertain, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de supporters dans cette salle. On souhaite toujours que son équipe gagne, mais si elle gagnait toujours, ça devient un peu lassant à la fin. Et donc, bien sûr, on souhaite que la défaite soit le plus tard possible, mais le grand intérêt du football, c'est qu'on ne connaît jamais à l'avance le résultat. Et que le petit peut toujours gagner contre le grand. David peut battre Goliath. Il y a toujours un effet un petit peu comme cela qui vient ajouter un peu à l'attrait du football. Donc je pense que le football, qui est un facteur universel, qui est un sport désormais mondialisé, de par son caractère démocratique, de par son caractère pacifique, de par le caractère de puissant lutte contre le racisme qu'il a, et donc par ce vouloir vivre ensemble qu'il amène dans chaque pays, dans chaque société, par le fait que l'on va voir les matchs ensemble, que l'on discute des matchs ensemble, que l'on joue ensemble. Le football est donc un élément de la globalisation qui n'en a pas les défauts. C'est bien l'élément le plus global de la Terre, alors qu'il n'était pas destiné à cela au départ, mais il n'a pas tous les défauts de la globalisation, et c'est pour cela que je pense que cela restera non seulement très longtemps le sport universel, mais également la face joyeuse et sympathique de la globalisation qui a des faces un peu moins réjouissantes. Je vous remercie.